Il était 23h42 lorsque j'ai découvert qu'on me regardait dormir depuis des semaines. La notification sur mon téléphone, froide et banale, comme un diagnostic médical, m'a glacé le sang jusqu'aux os. L'application de surveillance de ma caméra de sécurité m'avertissait d'une activité détectée dans la chambre principale, avec cette indifférence numérique qui caractérise notre époque. Je vivais seul depuis 3 mois dans cet appartement du 15e arrondissement, un 2 pièces que j'avais choisi précisément pour sa tranquillité supposée et son isolement relatif. J'ai ouvert l'application avec des doigts qui tremblaient déjà, mes paumes devenant moites d'une sueur froide. L'enregistrement datait de la nuit précédente, 2h47 du matin exactement. L'image en noir et blanc me montrait endormi dans mon lit, paisible et inconscient. Mais ce n'était pas cela qui me pétrifiait d'épouvante. C'était la silhouette debout au pied de mon lit, parfaitement immobile, comme une statue de chair, qui me fixait avec une intensité palpable, même à travers l'écran. Une forme humaine, indéterminée, ni homme ni femme, qui semblait flotter plutôt que se tenir debout, défiant les lois de la pesanteur et de la raison. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru qu'il allait exploser dans ma poitrine. Chaque pulsation résonnait dans mes oreilles comme un tambour de guerre. J'ai vérifié la date et l'heure de l'enregistrement avec une minutie obsessionnelle, espérant découvrir une erreur technique. C'était bien la nuit dernière, indiscutablement. Cette nuit où j'avais dormi d'un sommeil profond et réparateur, sans aucun souvenir d'avoir été dérangé par quoi que ce soit, sans le moindre cauchemar pour troubler mon repos. La terreur a commencé à s'insinuer dans mes veines, comme un poison lent mais inexorable. Je suis retourné en arrière dans les enregistrements, mes mains tremblant de plus en plus violemment. La veille, l'avant-veille, une semaine entière, chaque nuit, sans exception. La même silhouette apparaissait vers 2h du matin, toujours au même endroit précis, toujours dans la même position figée, me regardant dormir avec une patience terrifiante qui défiait toute compréhension humaine. Comment était-ce possible? J'avais installé moi-même ce système de sécurité dernier cri, vérifié personnellement chaque serrure, chaque fenêtre, chaque point d'accès possible. L'appartement était au 4e étage d'un immeuble haussmannien. Les fenêtres donnaient sur une cour intérieure, étroite et sombre, impossible à atteindre sans échelle ou équipement d'escalade professionnel. Le digicode de l'immeuble était neuf, programmé seulement 3 semaines auparavant, jamais communiqué à personne d'autre que moi. Ma clé était unique, certifiée par le serrurier, jamais dupliquée. Les murs épais de l'immeuble ancien rendaient improbable toute intrusion par des moyens conventionnels. Et pourtant, contre toute logique, quelqu'un entrait chez moi chaque nuit avec la régularité d'un métronome. J'ai remonté les enregistrements plus loin encore, jusqu'au 1er jour, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois complet. La silhouette était là depuis le 1er jour de mon installation de la caméra, soit exactement 37 nuits consécutives. 37 nuits où quelqu'un m'avait observé dormir dans l'intimité la plus absolue, et moi qui n'avais jamais rien remarqué, jamais ressenti cette présence pourtant si proche et si menaçante. L'idée même était répugnante, violation ultime de mon espace personnel et de ma sécurité. Le plus dérangeant, c'était l'immobilité absolue de cette forme. Aucun mouvement détectable, aucune respiration visible, aucun signe de vie normale,
comme une statue de chair et de sang qui m'épiait avec une dévotion malsaine et obsessionnelle. Sur certains enregistrements, on pouvait voir mes mouvements naturels dans le sommeil. Je me retournais, remontais la couverture, étendais un bras, marmonnais dans mes rêves. Mais la silhouette, elle, ne bougeait jamais d'un millimètre. Pas même un frémissement, une oscillation, un ajustement de posture. Cette immobilité surnaturelle était peut-être ce qui m'effrayait le plus. L'angoisse montait en moi par vagues successives, chaque révélation plus terrifiante que la précédente. J'ai appelé la police avec des mains qui tremblaient si fort que j'ai failli faire tomber le téléphone. L'officier, de permanence, un homme à la voix fatiguée par des années de service nocturne, a pris ma déposition avec un scepticisme à peine masqué. Vous dites que quelqu'un entre chez vous chaque nuit, mais ne vole rien, ne vous touche pas, ne laisse aucune trace visible. Sa voix trahissait l'incrédulité polie mais ferme du fonctionnaire qui a déjà tout entendu. J'ai insisté pour qu'il vienne voir les enregistrements, brandissant mon téléphone comme une pièce à conviction cruciale. On enverra quelqu'un demain matin, monsieur. Vérifiez vos serrures en attendant. Cette nuit-là, armé d'une détermination féroce, j'ai décidé de ne pas dormir. J'ai pris position dans mon salon, tous les éclairages allumés, caméra pointée vers l'entrée de la chambre, téléphone à la main, couteau de cuisine sur la table basse. Vers 1h du matin, mes paupières commençaient à peser comme du plomb. À 1h30, je luttais désespérément contre le sommeil qui m'envahissait, malgré ma volonté de faire. À 2h précises, malgré tous mes efforts, j'ai sombré dans un sommeil artificiel et troublant, comme si quelque chose d'extérieur avait pris le contrôle de ma conscience. Je me suis réveillé à 6h exactement, affalé dans le canapé, les membres endoloris et l'esprit confus. L'angoisse m'a immédiatement saisi à la gorge comme une main invisible. J'ai consulté l'enregistrement de la nuit avec des gestes saccadés et nerveux. La silhouette était bien là, fidèle au rendez-vous nocturne, debout au pied de mon lit vide. Mais, cette fois, vers 4h du matin, elle s'était lentement tournée vers la caméra. Son visage était un trou d'ombre impénétrable, mais j'ai eu l'impression, terrifiante, qu'elle me regardait directement, à travers l'objectif, qu'elle savait que je l'observais à travers le temps et l'espace. L'inspecteur Moreau est arrivé vers 10h, accompagné d'un jeune officier aux yeux vifs. Un homme dans la cinquantaine, aux cheveux gris, prématurément blanchis et aux yeux fatigués, qui avait dû voir passer tous les délires possibles et imaginables. Il a regardé les enregistrements avec une attention professionnelle méticuleuse, mais j'ai bien vu qu'il cherchait une explication rationnelle, logique, terrestre. Vous n'avez pas de problème psychiatrique récent, monsieur Durand, m'a-t-il demandé avec une prudence toute administrative, consultant discrètement un petit carnet noir. Pas de médication, pas de stress particulier, changement de situation professionnelle ou personnelle. Nous avons inspecté l'appartement ensemble, centimètre par centimètre. Toutes les serrures étaient intactes, sans la moindre trace d'effraction ou de manipulation. Aucune rayure suspecte, aucun débris métallique. Les fenêtres étaient fermées de l'intérieur, leurs loquets solidement engagés. Le système de climatisation était trop étroit pour le passage d'un être humain. Et si c'était un problème technique avec votre caméra, a suggéré l'inspecteur en examinant le dispositif de surveillance. Une image fantôme, un défaut de fabrication. Ces appareils chinois bon marché
On ne sait jamais. Mais quand je lui ai montré que la silhouette apparaissait différemment, chaque nuit, parfois légèrement décalée, parfois penchée d'un côté ou de l'autre, parfois plus proche ou plus éloignée du lit, il a froncé les sourcils avec une perplexité grandissante. Le serrurier que j'ai fait venir l'après-midi même, un homme trapu aux mains expertes, a confirmé que mes serrures étaient dans un état parfait. Personne n'est passé par là, monsieur. C'est du 3 étoiles, haute sécurité. Ça se force pas sans laisser de traces caractéristiques. Et puis regardez ces vis, elles ont encore leur graisse d'origine. Il a quand même accepté de tout changer moyennant un supplément conséquent. Nouvelle serrure blindée, nouveau cylindre européen, nouvelle clé unique gravée au laser. Maintenant, même Arsène Lupin en personne ne pourrait pas rentrer chez vous, a-t-il plaisanté en rangeant ses outils. Cette nuit-là, j'ai dormi avec un couteau de boucher sous l'oreiller et un marteau à portée de main, mes 2 téléphones chargés à bloc. J'avais également installé une 2e caméra avec un angle différent et saupoudré de la farine fine devant ma porte d'entrée pour déceler d'éventuelles traces de pas. J'avais même disposé du talc sur le rebord des fenêtres et tendu des fils de nylon transparent à différentes hauteurs dans le couloir. Le lendemain matin, la farine était intacte. Le talc n'avait pas bougé. Les fils étaient toujours en place. Mais la silhouette était revenue, captée par les 2 caméras simultanément, sous 2 angles différents, prouvant sa tridimensionnalité réelle et écartant définitivement l'hypothèse d'un défaut technique. C'était la preuve définitive, irréfutable, que ce n'était pas un dysfonctionnement électronique. Quelqu'un entrait vraiment chez moi chaque nuit, avec une régularité d'horloge suisse. Mais comment? Et surtout, pourquoi cette immobilité cadavérique? Pourquoi ne rien voler? Pourquoi ne pas me faire de mal? Quel était le but ultime de cette surveillance nocturne obsessionnelle? Les questions se bousculaient dans mon esprit sans trouver de réponse satisfaisante. Par mesure de précaution extrême, j'ai installé des détecteurs de mouvement dans tout l'appartement, reliés à une centrale d'alarme ultrasonique. Le bruit strident devrait me réveiller instantanément si quelqu'un entrait. Mais au petit matin, les détecteurs n'avaient rien signalé, pas même un insecte volant près des capteurs. Seule la caméra de la chambre avait enregistré la présence habituelle, imperturbable dans sa routine mystérieuse. Il y avait là quelque chose d'impossible, une contradiction physique qui défiait toute logique connue, tous les principes de base de la réalité matérielle. Ma sœur Claire est venue me rendre visite le surlendemain, inquiétée par mon appel paniqué. Elle travaille comme infirmière psychiatrique dans un hôpital parisien et connaît bien les troubles du sommeil et les désordres perceptuels. Tu as l'air épuisé, Julien. Tu dors mal depuis ton déménagement? Elle m'a examiné avec son œil professionnel, notant mes cernes creusées et mes mains tremblantes. Elle a regardé les enregistrements avec son expertise médicale habituelle. C'est très troublant, je l'admets volontiers. Mais as-tu envisagé sérieusement que tu puisses me souffrir d'hallucinations liées au stress post-traumatique? Ton divorce était difficile, ce déménagement, l'isolement social. Des hallucinations qui se filment en haute définition, ai-je rétorqué en lui montrant les images sur l'écran de mon ordinateur portable. Claire a examiné attentivement les enregistrements, image par image, avec la minutie d'un expert médico-légal. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette silhouette, a-t-elle murmuré après un long silence.
Regarde comme elle est parfaitement statique, sans aucune variation physiologique normale. Un vrai intrus aurait des micro-mouvements, respirerait, ajusterait sa posture. Même une statue bougerait imperceptiblement sous l'effet de la dilatation thermique. Ça ressemble plus à une projection holographique. Le mot m'a glacé jusqu'aux os. Une projection de quoi? De qui? Et dans quel but? Claire m'a suggéré de consulter un spécialiste du sommeil et un neurologue, mais j'ai catégoriquement refusé. Ce n'était pas dans ma tête. J'en étais absolument certain. Les caméras ne mentent pas, les détecteurs non plus. La technologie ne fabrique pas des hallucinations collectives. Cette chose, quelle qu'elle soit, existait bel et bien dans la réalité objective. Pour en avoir le cœur net, j'ai décidé de passer la nuit chez Claire, dans son petit appartement de Belleville, pour voir si la silhouette apparaîtrait dans mon lit vide. La réponse était glaçante. Oui, sans aucune exception. À 2 heures précises, elle était là, immobile devant mon lit inoccupé. Cette découverte m'a fait comprendre que ce n'était pas moi spécifiquement qu'elle regardait, mais quelque chose d'autre, quelque chose d'invisible qui se trouvait dans ce lit, même quand j'étais physiquement absent. L'idée était terrifiante. Qu'est-ce qui pouvait bien l'attirer dans cet espace particulier? Le lendemain matin, pris d'une inspiration subite, j'ai contacté l'ancien locataire dont j'avais retrouvé les coordonnées dans le contrat de location. Monsieur Bertrand, un homme âgé de 70 ans qui avait vécu 20 ans dans cet appartement avant de déménager précipitamment. Sa voix s'est immédiatement tendue quand je lui ai expliqué la situation avec tous les détails que j'avais accumulés. « Vous aussi, vous l'avez vu ?» m'a-t-il demandé d'une voix blanche qui trahissait un soulagement mêlé d'épouvante. Cette femme qui nous regarde dormir, cette chose. Il m'a raconté son histoire avec des mots hachés, comme si chaque syllabe lui coûtait un effort douloureux. Les derniers mois de sa location, il ne dormait plus du tout. Chaque nuit, il sentait une présence oppressante dans sa chambre, une surveillance constante et malveillante. Jamais il n'avait osé installer de caméras de surveillance. À l'époque, on n'avait pas ces gadgets électroniques, mais il savait avec une certitude absolue qu'elle était là. C'est pour ça que j'ai déménagé précipitamment, monsieur. Ma femme disait que je devenais fou, que c'était la retraite qui me travaillait. Mais moi je savais qu'elle était là, cette femme en noir qui nous regardait. Parfois, je l'entendais même respirer. Une femme. Monsieur Bertrand parlait explicitement d'une femme. Les enregistrements ne permettaient pas de distinguer le sexe de la silhouette à cause de l'éclairage infrarouge et de la distorsion numérique. Mais l'ancien locataire était catégorique dans sa description. Elle portait toujours la même robe noire victorienne, longue jusqu'aux chevilles, et elle se tenait toujours au même endroit exact, au pied du lit, côté gauche, légèrement en retrait. Quelquefois, elle bougeait la tête, très lentement, comme si elle suivait nos mouvements dans le sommeil. J'ai vérifié immédiatement. C'était exactement la position de ma silhouette, au centimètre près, côté gauche du lit, toujours, dans le même angle précis. Cette information a été pour moi comme une lame de rasoir, tranchant mes derniers espoirs d'une explication rationnelle. Nous parlions indiscutablement de la même entité, de la même manifestation inexplicable. Mais qui était-elle? D'où venait-elle? Et depuis combien de temps hantait-elle cet appartement avec cette régularité mécanique?
Monsieur Bertrand m'a donné le contact de Madame Duval, l'ancienne propriétaire octogénaire qui avait vendu l'appartement il y a 15 ans pour s'installer dans une maison de retraite médicalisée. Une vieille dame de 80 ans, aux yeux encore vifs, qui a accepté de me recevoir dans sa chambre de la résidence Les Tilleuls de Boulogne. Ses yeux se sont immédiatement assombris quand je lui ai parlé de la silhouette nocturne, comme si j'avais prononcé un nom maudit. « Ah, Marguerite », a-t-elle murmuré en fermant les yeux douloureusement. Après toutes ces années, toutes ces décennies, elle n'est toujours pas partie. Elle refuse de partir. Elle m'a raconté l'histoire tragique de Marguerite Lenoir, une femme de 35 ans qui s'était suicidée dans l'appartement en 1967, un soir de décembre glacial. Elle avait découvert que son mari la trompait avec sa propre sœur depuis des mois. Elle s'est empoisonnée à l'arsenic dans la chambre, exactement là où se trouve maintenant votre lit. On l'a retrouvée 3 jours plus tard, debout contre le mur, les yeux grands ouverts. La révélation m'a donné des sueurs froides qui ont trempé ma chemise instantanément. Marguerite Lenoir était morte dans ma chambre il y a plus de 50 ans, dans des circonstances atroces. Et depuis, elle revenait chaque nuit, regarder dormir les occupants successifs, prisonnière de cette obsession posthume. Pourquoi ne l'avez-vous jamais dit au locataire suivant ? Ai-je demandé avec une colère grandissante. Madame Duval a haussé les épaules avec une résignation fataliste. Qui aurait loué un appartement officiellement hanté? Et puis, elle ne fait de mal à personne, techniquement. Elle regarde, c'est tout. Elle veille. Elle regarde, c'est tout. Cette phrase m'a hanté le reste de la journée et toute la nuit suivante. Marguerite Lenoir était morte de chagrin et de trahison dans ma chambre. Et depuis, elle y revenait chaque nuit avec une ponctualité terrifiante. Mais que regardait-elle exactement? Les vivants qu'elle enviait? L'amour qu'elle n'avait plus? Ou quelque chose de plus sinistre encore, une surveillance post-mortem dont j'ignorais le véritable objectif. Cette nuit-là, armé d'un courage désespéré, j'ai pris une décision terrible et irréversible. Je suis resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin précises, puis je suis entré résolument dans la chambre. La silhouette était là, immobile comme toujours, exactement où Madame Duval l'avait décrite. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, j'ai tenté de lui parler directement. Marguerite Lenoir, question marque. Ma voix tremblait, malgré mes efforts pour paraître calme. La silhouette n'a pas bougé d'1 millimètre, mais j'ai immédiatement senti quelque chose changer dans l'atmosphère de la pièce. L'air est devenu plus lourd, plus dense, saturé d'une électricité statique palpable. Une odeur étrange a envahi mes narines. Des roses fanées, mélangées à quelque chose de plus désagréable, une odeur de moisissure et de renfermé. Pourquoi venez-vous ici chaque nuit ? Ma voix résonnait étrangement dans le silence absolu. Pas de réponse audible, mais la température de la pièce a chuté brutalement de plusieurs degrés. Mon haleine formait maintenant de la vapeur blanche dans l'air glacial. J'ai fait un pas vers la silhouette, le cœur battant à tout rompre. À quelques centimètres d'elle, j'ai senti un froid mortel, comme si je m'approchais d'un bloc de glace invisible. Mes cheveux se sont dressés sur ma tête et ma peau s'est hérissée de chair de poule. Marguerite, vous êtes morte depuis longtemps. Vous devez partir, trouver la paix.
C'est alors que la silhouette s'est lentement, très lentement, tournée vers moi. Son visage était toujours un abîme d'ombre, impénétrable, mais j'ai distinctement vu 2 points lumineux, comme des étoiles lointaines. Ses yeux fantomatiques me fixaient avec une intensité qui me transperçait l'âme. Sa bouche s'est ouverte avec un mouvement saccadé de pantin désarticulé, et un murmure glacial a empli la pièce, semblant venir de partout à la fois. « Je veille sur vous ». Ces 4 mots m'ont pétrifié sur place. Elle ne nous regardait pas par voyeurisme morbide ou par malveillance pure. Elle veillait sur nous, nous protégeait, comme une gardienne de l'au-delà, une sentinelle éternelle protégeant ceux qui dormaient dans le lieu de sa mort tragique. L'idée était bouleversante et terrifiante à la fois. « Veillez sur nous contre quoi ?» ai-je demandé d'une voix à peine audible. La silhouette a levé une main translucide et décharnée vers la fenêtre donnant sur la cour. « Ils viennent chaque nuit, moi je les empêche d'entrer, depuis si longtemps. Mon sang s'est littéralement glacé dans mes veines. » Il y avait donc d'autres entités, plus malveillantes, plus dangereuses, que Marguerite repoussait inlassablement. J'avais cru être épié par un prédateur, mais j'étais en réalité protégé par une gardienne bienveillante. La silhouette a commencé à s'estomper progressivement, perdant de sa densité visuelle. « Ne partez pas », ai-je supplié avec une panique soudaine. « Qui sont-ils ? Contre quoi me protégez-vous exactement ?» Mais elle disparaissait déjà dans la brume spectrale, me laissant seul avec 1000 questions, sans réponse, et une peur nouvelle, plus profonde. Le lendemain matin, en consultant fébrilement les enregistrements, j'ai découvert quelque chose qui m'a glacé le sang plus encore. Sur les images numériques, on me voyait parler seul dans la chambre comme un dément. Aucune silhouette n'était visible sur l'enregistrement de cette nuit particulière. Avais-je rêvé cette conversation surnaturelle? Avais-je définitivement sombré dans la folie comme Claire le craignait? Pourtant, les traces physiques de cette rencontre étaient encore perceptibles et mesurables. De la condensation sur les vitres, une baisse de température de 8 degrés enregistrée par le thermostat numérique et cette odeur persistante de rose fanée qui imprégnait encore l'air de la chambre. J'ai appelé Claire pour lui raconter cette expérience surnaturelle dans les moindres détails. Sa voix trahissait une inquiétude professionnelle grandissante. « Julien, tu m'inquiètes sérieusement. Tu parles à des fantômes maintenant. Tu hallucines des conversations complètes. Mais quand je lui ai mentionné les variations de température enregistrées par le système domotique et les traces de condensation photographiées, elle s'est montrée plus attentive et réfléchie. En tant qu'infirmière expérimentée, elle savait parfaitement que les hallucinations purement psychiatriques ne provoquent pas de phénomènes physiques mesurables et documentables. Cette nuit-là, méthodique et obsessionnelle, j'ai installé un thermomètre électronique de précision dans la chambre, ainsi qu'un détecteur de champs électromagnétiques emprunté à mon ami électricien, et même un enregistreur audio numérique ultra sensible. Si Marguerite revenait, j'aurais des preuves objectives et irréfutables de sa présence, des données scientifiques incontestables. À 2 heures précises, comme une horloge parfaitement réglée, tous les instruments se sont affolés simultanément. Température en chute libre jusqu'à 3 degrés. Champ magnétique complètement perturbé. Parasites sonores étranges. Mais sur la caméra de surveillance, rien du tout. Pas même
une ombre. C'est alors que j'ai compris, avec une clarté aveuglante, Marguerite était bien là physiquement, mais elle avait appris à se rendre invisible aux caméras depuis notre conversation de la nuit précédente. Elle avait pris conscience qu'elle était observée et filmée, et avait adapté sa manifestation en conséquence. Cette découverte m'a à la fois rassuré et terrifié, au-delà de toute mesure. Rassuré parce que j'avais enfin des preuves scientifiques tangibles de sa présence réelle. Terrifié parce qu'une entité capable de se rendre invisible aux caméras à volonté disposait manifestement de pouvoirs que je ne pouvais pas comprendre ni contrôler. Les nuits suivantes ont établi une routine étrange et perturbante. Je sentais sa présence protectrice sans la voir, une surveillance bienveillante mais oppressante. La température chutait invariablement, les instruments se déréglaient avec une régularité mécanique, mais plus aucune silhouette n'apparaissait sur les enregistrements numériques. Marguerite avait appris à éviter ma surveillance technologique tout en maintenant sa garde nocturne. Cette évolution m'inquiétait profondément. Si elle pouvait se rendre invisible à mes dispositifs, que pouvaient faire les autres entités qu'elle prétendait repousser chaque nuit? Un soir de novembre particulièrement froid, j'ai pris une décision radicale. J'ai éteint toutes les caméras, débranché tous les détecteurs, créé un environnement technologiquement neutre. Marguerite, je sais que vous êtes là. Montrez-vous, s'il vous plaît. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir. L'air s'est progressivement refroidi selon le rituel habituel, et peu à peu, sa silhouette est redevenue visible, se matérialisant comme une photographie dans un bain de révélateurs. Cette fois, ses traits étaient plus nets, plus humains. Une femme brune, aux yeux sombres et profonds, vêtue d'une robe noire de style victorien, exactement comme l'avait décrite Monsieur Bertrand. « Qui sont ces autres entités dont vous parlez ?» ai-je demandé, avec une curiosité mêlée d'appréhension. Sa voix, comme un souffle d'hiver éternel, a murmuré dans l'air glacé. Les affamés, ceux qui cherchent la chaleur des vivants, leur énergie vitale. Elle a pointé son doigt diaphane vers la fenêtre donnant sur la cour sombre. Ils grimpent par les murs chaque nuit comme des araignées géantes. Ils veulent entrer et se nourrir de votre essence, vous drainer jusqu'à la mort lente. L'horreur absolue de cette révélation m'a cloué sur place, paralysé par une terreur primordiale. Des créatures parasites escaladaient les murs de l'immeuble chaque nuit pour s'introduire chez les habitants endormis et drainer leur force vitale, leur âme même. Et Marguerite, depuis sa mort tragique, les repoussait inlassablement pour protéger les occupants innocents de sa chambre maudite. « Pourquoi faites-vous cela? Qu'est-ce qui vous pousse à ce sacrifice éternel ?» ai-je murmuré, ému malgré ma peur. Parce que j'ai échoué à protéger mon amour de vivante. Je ne laisserai plus jamais personne souffrir dans ce lieu maudit. Ces paroles étaient empreintes d'une tristesse infinie, d'une culpabilité éternelle qui me transperçait le cœur. Marguerite Lenoir avait choisi de rester prisonnière entre deux mondes pour racheter son échec passé, pour expier une faute qui n'était peut-être même pas la sienne. Elle se punissait éternellement en protégeant les vivants qu'elle enviait tout en les servant fidèlement. Cette nuit-là, vers 4 heures du matin, j'ai entendu pour la première fois les sons qu'elle combattait, des grattements métalliques contre la fenêtre, comme des griffes acérées sur le verre, des sons inhumains, répugnants,
qui me donnait la nausée. La température a chuté brutalement de 10 degrés supplémentaires. Et j'ai vu Marguerite se dresser de toute sa taille, fantomatique, face à la menace invisible. Une lueur étrange émanait maintenant de sa silhouette, comme un bouclier spectral de lumière blanche et pure. Les grattements ont cessé abruptement, remplacés par des murmures, des chuchotements dans une langue que je ne reconnaissais pas. Des voix multiples, affamées, suppliantes, parlant dans des dialectes morts depuis des siècles. Marguerite a tendu ses bras translucides vers la fenêtre et une lumière aveuglante a jailli de ses paumes ouvertes. Les murmures se sont immédiatement transformés en cris de douleur atroces, des hurlements inhumains qui ont résonné dans toute la cour, puis ont disparu dans le silence de la nuit. « Ils sont partis pour cette nuit », a dit Marguerite en se tournant vers moi, visiblement épuisée par ce combat invisible. « Mais ils reviendront demain, et après-demain, et encore après. Ils reviennent toujours, depuis des décennies. » Son sacrifice quotidien m'apparaissait maintenant dans toute son horreur tragique. Chaque nuit, sans exception, elle livrait une bataille surnaturelle contre ces créatures pour protéger des vivants qui ne soupçonnaient même pas son existence bienveillante. « Depuis combien de temps faites-vous cela exactement ?» ai-je demandé avec une compassion grandissante. « Depuis ma mort, 58 ans, 4 mois et 13 jours. » La précision mathématique de sa réponse m'a glacé d'effroi. Elle comptait chaque jour, chaque heure de son martyre volontaire, prisonnière d'un cycle infernal qu'elle s'était imposé par amour et culpabilité. Ne pouvez-vous pas partir? Trouvez enfin la paix éternelle que vous méritez. Pas tant qu'ils rôdent autour de cet immeuble. Si je pars, ils entreront sans résistance. Ils se nourriront de votre sommeil, de vos rêves, de votre essence vitale, jusqu'à ce que vous dépérissiez lentement. Elle m'a regardé avec ses yeux d'ombre infinie. Beaucoup d'habitants de cet immeuble sont morts dans leur sommeil au fil des décennies. Crises cardiaques inexpliquées, malaises nocturnes, dépressions suicidaires. Ceux que je n'ai pas pu protéger assez tôt. Cette révélation m'a donné une chair de poule monumentale. L'immeuble entier était un terrain de chasse pour ces entités parasites, et seule Marguerite faisait rempart de son corps spectral. Combien de locataires avaient péri sans comprendre? Combien étaient morts en attribuant leur fin à des causes naturelles? Que puis-je faire pour vous aider dans ce combat? Ai-je proposé sincèrement. Elle a secoué tristement la tête. Rien. Vous ne pouvez rien contre eux avec vos moyens humains. Seuls les morts peuvent les combattre efficacement. Les nuits suivantes, j'ai assisté en témoin privilégié à ce combat invisible et terrible. Marguerite apparaissait à 2 heures précises, se positionnait stratégiquement face à la fenêtre et repoussait des créatures que je ne pouvais ni voir ni entendre directement. Parfois, la bataille durait des heures entières, un marathon surnaturel d'une violence inouïe. Au matin, elle disparaissait, épuisée par cet effort surhumain quotidien pour se régénérer dans les limbes de l'entre-deux-mondes. Touché par sa dévotion et son sacrifice, j'ai commencé à laisser des offrandes respectueuses sur la table de nuit. Des bougies parfumées, des fleurs fraîches, des photos de paysages apaisants, des objets d'époque victorienne chinés dans les brocantes. Marguerite les regardait avec une mélancolie infinie et touchante. « Vous me rappelez la vie », murmurait-elle parfois. « Ces couleurs vives, ces parfums délicats, cela fait si longtemps que j'avais oublié. »
Un matin de décembre, en consultant les actualités locales sur Internet, j'ai découvert un article profondément troublant. Série de malaises nocturnes dans le 15e arrondissement. L'article mentionnait plusieurs habitants d'immeubles voisins qui avaient été retrouvés morts dans leur lit, sans cause médicale apparente et satisfaisante. Tous étaient jeunes, en bonne santé, sans antécédents médicaux particuliers. Les médecins légistes parlaient d'arrêts cardiaques inexpliqués, de mort subite du nourrisson adulte. Les créatures étendaient manifestement leur territoire de chasse, élargissant leur zone d'influence. L'immeuble de Marguerite était devenu une forteresse assiégée au milieu d'une zone infectée et contaminée. Ils se multiplient, m'a confirmé Marguerite cette nuit-là, avec une inquiétude palpable. Chaque vivant qu'ils drainent devient l'un d'eux après sa mort. Bientôt, nous serons numériquement submergés. Il doit bien y avoir un moyen de les arrêter définitivement, ai-je insisté avec une détermination croissante. Marguerite a baissé la tête avec une résignation douloureuse. Il y en a un, effectivement, mais le prix à payer est terrible. Elle a marqué une pause dramatique. Je pourrais les détruire tous d'un coup, anéantir toute leur espèce, mais cela nécessiterait de libérer toute l'énergie spirituelle que j'ai accumulée en 58 ans de veille. Je disparaîtrais pour toujours, complètement. Le sacrifice ultime. Marguerite pouvait sauver tout le quartier, toute la ville peut-être, mais cela signifiait son anéantissement définitif et total. Et si vous ne le faites pas, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse, ils finiront par me submerger numériquement. Dans quelques semaines, quelques mois au plus, alors ils envahiront cet appartement, puis tout l'immeuble, puis tout le quartier, puis tout Paris. Une épidémie spirituelle. L'enjeu dépassait largement ma petite existence personnelle. Marguerite me demandait implicitement de l'encourager à se sacrifier pour l'humanité entière. Que se passera-t-il si vous disparaissez? Où irez-vous? Y a-t-il une vie après cette mort spirituelle? Ses yeux d'ombre ont brillé d'une lueur d'espoir pathétique. Peut-être retrouverai-je enfin mon mari dans l'au-delà. Peut-être pourrons-nous nous pardonner mutuellement et trouver la paix éternelle. Cette nuit-là, les grattements à la fenêtre ont été plus violents et nombreux que jamais auparavant. Les créatures étaient manifestement plus nombreuses, plus audacieuses, plus agressives. Marguerite a lutté pendant 6 heures d'affilée sans interruption. Un combat titanesque dont je percevais les échos par les variations de température et les perturbations électromagnétiques. Au matin, sa silhouette était presque transparente, à peine visible. « Je n'ai plus beaucoup de temps, ni d'énergie », a-t-elle murmuré faiblement. « Demain soir, ce sera probablement la bataille finale. » J'ai passé toute la journée suivante à réfléchir intensément. Avais-je moralement le droit d'encourager Marguerite au sacrifice ultime? Mais avais-je le droit de la retenir si cela condamnait des milliers, des millions d'innocents? Le poids moral de cette décision m'écrasait littéralement. J'étais devenu le confident d'une sainte spectre, le témoin privilégié de son calvaire quotidien, le dépositaire de sa dernière volonté. Le soir venu, après une journée d'angoisse, j'ai pris ma décision finale. Marguerite, si vous pensez sincèrement que c'est la seule solution viable, alors faites-le. Vous avez assez souffert pendant toutes ces décennies. Il est temps pour vous de trouver enfin la paix que vous méritez.
Ses yeux se sont emplis d'une gratitude infinie et touchante. Merci de me comprendre. Merci de me libérer enfin de mon serment éternel. À minuit exactement, elle a commencé sa transformation finale. Sa silhouette est devenue de plus en plus brillante et lumineuse, comme si toute l'énergie qu'elle avait accumulée depuis sa mort remontait inexorablement à la surface. À 1 heure, elle irradiait d'une lumière blanche, éblouissante, qui illuminait toute la chambre. À 2 heures précises, les grattements ont commencé pour la dernière fois. Cette fois, ils étaient des centaines, peut-être des milliers. Les murs entiers de l'immeuble résonnaient de leurs griffes acérées, leurs murmures affamés emplissaient la nuit comme un chœur démoniaque. Marguerite s'est avancée résolument vers la fenêtre et l'a ouverte en grand d'un geste théâtral. « Venez » a-t-elle murmuré d'une voix qui portait jusqu'aux étoiles. « Venez tous, cette nuit, nous réglons nos comptes, définitivement. » Ils ont déferlé par la fenêtre comme un torrent d'ombres affamées, un tsunami de ténèbres, des créatures squelettiques, aux yeux rouges incandescents, aux dents acérées comme des rasoirs, aux griffes noircies par des siècles de prédation. Ils se sont jetés sur Marguerite en hurlant de rage et de faim millénaire. Mais au lieu de la déchiqueter comme prévu, ils ont été aspirés dans sa lumière purificatrice. Marguerite était devenue un trou noir lumineux, un paradoxe physique avalant toutes ces entités maléfiques. Plus elle la touchait, plus elle brillait intensément. Son sacrifice se muait en arme de destruction massive contre les forces des ténèbres. Le spectacle était terrifiant et magnifique à la fois, sublime et épouvantable. Une bataille finale entre le bien et le mal, la lumière et l'obscurité. L'onde de choc spirituel a duré exactement 20 minutes selon ma montre. 20 minutes pendant lesquelles Marguerite a méthodiquement absorbé tous les parasites nocturnes du quartier, puis de l'arrondissement, puis de la ville entière. À la fin, elle flottait au centre de la chambre, transparente comme du cristal pur, souriant pour la première fois depuis que je la connaissais. « C'est fini », a-t-elle murmuré d'une voix de plus en plus faible. « Ils sont tous partis, définitivement anéantis. Le quartier est libéré, Paris est sauve. » Sa voix devenait de plus en plus éthérée, se dissolvant dans l'air. Je peux enfin retrouver mon amour perdu dans la lumière éternelle. Elle m'a regardé une dernière fois, avec une tendresse infinie. Merci de m'avoir donné le courage final. Adieu, Julien. Vivez heureux. Marguerite Lenoir s'est effacée dans un souffle de lumière dorée, comme une étoile qui s'éteint paisiblement. Pour la première fois en 58 ans exactement, elle avait quitté cet appartement pour rejoindre enfin l'au-delà et la paix éternelle. Je me suis retrouvé seul dans ma chambre, mais cette solitude était différente, radicalement transformée, plus apaisée, plus pure, plus sereine. Les nuits suivantes ont été d'un calme absolu et régénérateur. Plus de grattements sinistres, plus de murmures affamés, plus de présences maléfiques, plus de chutes de température, plus de perturbations électromagnétiques. Marguerite avait tenu parole avec une efficacité totale. Le quartier s'était définitivement libéré de cette malédiction séculaire. Les actualités locales ont d'ailleurs confirmé que les morts nocturnes inexpliquées avaient cessé du jour au lendemain, comme par miracle. J'ai continué pendant des mois à laisser des bougies parfumées sur la table de nuit.
par respect et reconnaissance pour celle qui m'avait protégé au péril de son existence spirituelle. Parfois, le soir venu, je crois encore sentir un parfum délicat de roses anciennes flotter dans l'air tiède. Le parfum que portait Marguerite de son vivant, d'après les souvenirs émus de Madame Duval. Un signe discret qu'elle a enfin trouvé la paix quelque part dans la lumière éternelle, réunie avec son amour perdu. Ma caméra de surveillance fonctionne toujours parfaitement, mais elle ne filme plus désormais que mes nuits paisibles et réparatrices. Parfois, en regardant machinalement les enregistrements, je repense avec émotion à ces semaines terrifiantes où j'ai découvert que la mort n'était pas nécessairement une fin définitive, mais parfois un nouveau commencement, une nouvelle mission. Marguerite Lenoir m'a appris qu'il existe des amours plus forts que la mort d'elle-même et des sacrifices qui rachètent toutes les fautes passées. Aujourd'hui encore, quand des amis curieux me demandent pourquoi j'ai installé ce système de surveillance sophistiqué dans ma chambre, je réponds simplement que c'est pour ma tranquillité d'esprit et ma sécurité personnelle. Ce n'est pas tout à fait un mensonge, techniquement. Grâce à Marguerite et à son sacrifice ultime, je dors effectivement l'esprit parfaitement tranquille, protégé par son héritage spirituel. Mais parfois, très tard dans la nuit silencieuse, quand le monde dort et que les ombres dansent, je me demande s'il n'existe pas d'autres gardiens invisibles comme elle. D'autres âmes perdues qui veillent discrètement sur nous dans l'ombre, repoussant des menaces que nous ne soupçonnons même pas. D'autres caméras de surveillance dans d'autres appartements de Paris filment-elles des silhouettes bienveillantes que leurs propriétaires prennent pour des intrus malveillants. Le mystère de l'au-delà reste entier et fascinant. Mais une chose est maintenant certaine pour moi. Nous ne sommes jamais vraiment seuls dans ce monde. Quelque part dans l'invisible, des anges gardiens au passé brisé continuent inlassablement de monter la garde. Et parfois, si on tend attentivement l'oreille dans le silence profond de la nuit, on peut encore entendre le murmure éternel de leur vigilance protectrice. « Je veille sur vous ». Cette phrase résonne encore dans ma mémoire comme une promesse d'éternité. Dans les moments de doute ou d'angoisse, je me rappelle le sacrifice de Marguerite et je sais que quelque part, dans une dimension parallèle, l'amour continue de veiller sur nous, avec une dévotion que la mort elle-même ne peut briser. C'est peut-être cela, finalement, le véritable sens de l'immortalité. Non pas la persistance du corps, mais la permanence de l'amour qui protège par-delà les siècles et les dimensions.